Yo tout le monde, bienvenue sur DBTM, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve pour l'épisode 20 de Dragon Ball Daima, review express, mais review en retard. Et on avait beaucoup de choses à faire cette semaine extrêmement chargée, parce que vous nous verrez notamment à la Anish Geek Expo ce week-end. Du coup, ça sera les samedis 8 et dimanche 9 mars. On a vraiment hâte de vous retrouver en convention. Ça fait déjà quelques temps là qu'on attendait de vous revoir en convention. Il y a eu un petit laps de temps entre cette fin d'année et ce début d'année. Ça va faire plaisir. Voilà, on vous attend du coup nombreux et on est parti comme d'habitude avec l'histoire. Après un petit abonnement des familles, voilà, c'est fait. Avec au scénario comme d'habitude Yuko Kakihara et c'est parti pour le synopsis. Le combat débute entre Goku, nouvellement transformé en Super Saiyan 4 sous sa forme adulte, et Giant Goma, le roi du royaume des démons, devenu invulnérable depuis qu'il arbore le Third Eye en plein milieu du front. Malgré un Kamehameha surpuissant de Goku qui traverse le corps de Goma et les trois Makai, rien n'y fait, l'ennemi peut se régénérer à l'infini. Heureusement, après un échec de Piccolo pour tenter de porter les 3 coups dans la nuque nécessaires pour retirer le troisième œil, Majin Buu parvient à frapper le roi de 3 coups derrière la nuque, fort efficace. Goma perd ainsi son œil qui est détruit par Glorio dans la foulée. Capturé, Goma est remis à Alinsu et Marba qui l'enferment avec déguesse dans un récipient pour 99 années de pénitence. Alors qu'Alinsu avait l'opportunité de s'emparer du trône, elle le refuse car les Dragon Ball sont manquantes. Ku devient alors le nouveau roi du monde des démons et choisit Alinsu pour l'épauler, ainsi que toute une pléiade de ministres. Nos héros prennent un avion chez l'ombre Kadan pour retourner sur Terre, mais en faisant un détour dans la boutique que Goku, Shin et Glorio avaient visité dans l'épisode 4, Pansy tombe sur un étrange bocal qui contenait 2 autres artefacts identiques au Third Eye. La vendeuse nous apprend alors qu'elle a vendu le troisième du lot il y a fort longtemps et que quiconque se place cet œil au milieu du front peut devenir extrêmement puissant. Fin. Voilà du coup pour ce synopsis qui conclut lui aussi la série. On va voir ce qu'on a appris avec cet épisode parce qu'il y a quand même quelques trucs intéressants. Alors bon, Goma dans cet épisode est sans cesse régénéré par le troisième œil, vous l'avez vu, mais carrément à l'infini. Et on voit aussi qu'il peut utiliser ses pouvoirs magiques différemment, comme faire réapparaître son sceptre par magie et l'utiliser pour générer des boules de ki qui fondent ensuite sur l'adversaire. Ensuite, cette technique qui consiste à retirer le Third Eye avec 3 coups dans la nuque fonctionne bel et bien, comme le disait le livre des objets magiques, puisque Majin Buu parvient à faire en sorte que Goma perde cet œil, après l'avoir frappé avec le livre d'ailleurs. Cependant, il faut bien sûr le frapper 3 fois de suite rapidement, pas comme Piccolo qui a échoué. C'est bien 3 fois successif, comme nous le prouvent les 2 échecs de Piccolo qui n'ont pas compté du coup dans la série de 3. Le troisième œil peut donc être détruit simplement d'un piétinement. C'est ainsi que Glorio le détruit dans cet épisode. Comme on apprend que cet œil-là n'était qu'un des 3 yeux initialement vendus par la vendeuse du troisième Makai, ça signifie qu'il ne reste plus que 2 Oculus. Un ancien Daimao s'était rendu dans cette boutique et avait acheté son Third Eye qu'il avait ensuite transmis de génération en génération. Voilà. Et après avoir retiré le Third Eye, tous les pouvoirs en place que maintenait l'œil se brisent. Ainsi, la reine cesse de se maintenir et se brise. En revanche, les régénérations accomplies ne sont pas annulées, Goma reste donc en vie. La vieille Marba utilise un réceptacle pour emprisonner Goma et Degues qui était retenu, quant à lui, par Alinsu. Goma le rejoint en prison pour 100 ans, enfin 99 ans, après que Piccolo ait négocié une année de peine réduite du coup, car il n'avait pas attenté à la vie de Dende, c'est gentil. Merci. Shin est prêt à laisser sa sœur gouverner le Daimakai à la place de Goma, déchu, mais elle refuse car les Dragon Ball ne sont plus là, et un Daimao pas assez puissant serait vite renversé par quelqu'un d'autre. C'était donc ça la raison, Majin Buu devient donc le nouveau Daimao, après que Neva ait suggéré que le prochain devait être celui qui a vaincu le précédent grand roi démon. Il nomme ainsi Alinsu vice-Daimao, donc le poste qu'avait Goma quand Dabra régnait, et nomme ensuite tout un tas de ministres, parmi lesquels Neva, Marba, Kadan, Glorio et Aibis qui s'est proposé. C'est les soldes chez les ministres. Après avoir fouillé le palais de Goma, les Majin remettent tout un tas de choses à nos héros. Pansy donne à Bulma la Magilight qu'elle lui avait demandé, et le tout nouveau Kinku donne des cookies au chocolat pour manger sur la route. C'est l'occasion pour Shin de nous rappeler qu'il n'a pas besoin de manger. Vegeta enrage après Goku qui a obtenu le Super Saiyan 4 et qui est enfin justement baptisé dans cet épisode Super Saiyan 4 après les produits dérivés. Il demande ainsi à notre héros d'où est-ce qu'il a sorti cette transformation. Aucune mention n'est faite de Neva. À la place, Goku dit qu'il s'est beaucoup entraîné depuis la mort de Majin Buu, qui était redoutable, et qu'il n'était pas sûr que ça allait fonctionner.
Neva n'était donc qu'un coup de boost, un petit coup de pouce, je sais pas, on sait pas trop ce qu'il lui a donné d'ailleurs, on n'aura pas l'information. Vegeta, quant à lui, refuse d'appeler son Super Saiyan 3, pourtant baptisé lui aussi dans les produits dérivés comme tel, et pour la blague dans cet épisode, notre Vegeta gêné invente le terme d'Ultra Vegeta Number 1, donc Ultra Vegeta numéro 1, une petite référence à Super Vegeta évidemment, mais avec un nom encore plus upgradé, il l'a upscale comme son niveau. Neva propose gentiment à Dende et Piccolo de venir vivre dans le Daimakai, mais les deux Namek terriens refusent car ils ont bien des choses à faire sur Terre. Cependant, il existe des Namek qui ont perdu leur planète et sont devenus nomades. Dende compte bien leur parler de ce projet de revenir vivre dans le monde des démons. Et avec la levée du bouclier de Neva et aussi certainement le trou causé par le Kamehameha de Goku, l'air circule désormais librement entre les mondes et celui du troisième Makai a commencé à s'alléger. Dans l'ending, on peut voir l'après, avec plusieurs personnages qui ont retrouvé leur taille adulte suite au souhait de Glorio. Après avoir été emprisonnés, Goma et Degues passent leur temps à jouer aux cartes ou à la console, comme on peut le voir dans l'ending. La scène post-générique nous apprend non seulement que le Third Eye n'était pas unique, et qu'il doit peut-être donc aussi une partie de son appellation au fait qu'il y avait 3 yeux à la base, mais aussi que Bulma achète tout un tas d'insectes qui permettent d'entretenir la peau et de rajeunir de 10 ans. Bon, avec quel argent, ça, je sais pas te dire, frère, hein, parce que bon, elle est certes la plus riche du monde, mais pas dans le Makai, à ce qu'on sache. Donc, mystère. Mystère et boule de gomme. Nos héros se rendent d'ailleurs justement dans cette boutique car Goku révèle qu'il ne reste que trop peu de senzu sur Terre en ce moment. Il compte donc acheter quelques résuroptères pour combler, c'est fort utile. On va voir les références que fait cet épisode à d'autres médias. Et à commencer avec le combat entre Goku Super Saiyan 4 et un ennemi géant qui nous rappelle évidemment le combat entre Goku et Baby Vegeta transformé en singe géant doré dans Dragon Ball GT. Et comme Broly le faisait avec Gohan dans le 8ème film DBZ ou encore Goku se faisait attraper dans le film Dragon Ball Super Broly, ici c'est notre héros qui fracasse la tête de Goma contre une paroi. Et ce coup de pied du coup retourné, placé dans le ventre de ce gigantesque Goma peut faire écho à cette pleine page du manga, où Vegeta en faisait de même avec Cell, deuxième forme, et aussi là, petit clin d'œil possible au premier opening de DBZ, Chala et Chala, avec Goku qui lève le bras et chargé à bloc laisse exploser son ki qui explose toute la zone. Le Kamehameha de Goku supervisé par Kubota dans cet épisode semble clairement faire référence à cette illustration de Toriyama Sensei. La pose est bien entendu identique, mais le cadrage aussi, et les effets, plus simples, avec des traits comme ça, sont aussi un signe de la volonté de coller à cette illustration réalisée en 1990. Marba, quant à elle, utilise sa magie pour enfermer Goma et Degues dans un récipient, mais semblable à ce qu'on peut voir dans Sandland. Et cette même technique qu'elle utilise pour les emprisonner ressemble d'ailleurs énormément au Mafuba. À la fin, on peut voir Pansy manger nonchalamment dans l'avion, une attitude qui était associée jusque-là à Goku Mini, durant toute la première partie de la série. Par ce plan, la réalisation essaie sûrement de nous dire qu'elle a été grandement influencée par Goku. On peut d'ailleurs voir sa joie et sa hype de voir Goku retrouver son apparence normale dès l'épisode 19 de la semaine dernière. La phrase de Vegeta, c'est la solde des Super Saiyans on dirait, vient directement du manga, où il se faisait déjà cette réflexion après avoir vu son fils Trunks se transformer dans lui. Puisque tu parles de Trunks, du coup, dans l'ending, Goten et Trunks utilisent des overboards. Alors sûrement une référence au film Retour vers le futur, mais notez aussi que le modèle de Goten est calqué sur celui de la voiture que conduit Gohan sur cette illustration d'Akira Toriyama, reprise ensuite dans l'opening We Got the Power et un eye catch de la deuxième partie de DBZ. Enfin, la scène post-générique délirante avec la découverte de 2 autres yeux magiques nous rappelle les RPG où certains objets magiques extrêmement puissants dans le jeu et utiles pour les quêtes se trouvent parfois dans des boui-boui totalement random. Voilà pour les références. Vous retrouvez d'ailleurs une compilation de toutes ces références prochainement sur la chaîne. On va voir nos commentaires sur l'histoire et on va commencer par le positif. Pour une fois, quoi que fût Daima, quoi que soit cet épisode, et vous allez découvrir nos avis dans quelques instants, ça fait quand même quelque chose et un petit pincement de voir une série Dragon Ball s'arrêter. Quoi qu'on en ait pensé, quoi que fût les scénarios, tu sais que voilà, à la fin nos héros te disent au revoir à toi, et tu te dis ah mais merde, l'aventure est déjà terminée quoi, tu vois. Donc je te cache pas que ça m'a fait une petite émotion à la fin, mais pas une émotion là, j'étais pas en larmes, j'étais pas en peine non plus, mais voilà, ça fait toujours quelque chose je trouve. Ouais, tu dis c'est passé vite quand même, hein, mine de rien, on est déjà en mars, voilà, c'est terminé. Je me rappelle quand on se disait ouais, il va y avoir Daima et tout.
Bon, avant qu'on sache ce que c'est véritablement en termes de scénar, attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais bon, ça s'arrête et c'est un petit rendez-vous quotidien, enfin non pas quotidien, hebdomadaire pour le coup, qui s'arrête aussi et c'est vrai qu'on aime bien trouver nos héros comme ça chaque semaine. Voilà, mais rassurez-vous, en tout cas avec DB Times, vous aurez des rendez-vous plus que hebdomadaires, vous aurez votre dose de Dragon Ball et les officiels aussi vont nous proposer des choses. Donc voilà, ce n'est qu'un au revoir et non pas un adieu. Ouais, et puis surtout Daima c'est pas Dragon Ball, donc ça c'est important de le dire aussi. Heureusement qu'il y a autre chose à découvrir et à voir de plus riche encore que cette série-là. Malgré tout, j'ai bien déliré dans les scènes de fin de cet épisode. Plus encore que dans le contenu de l'épisode. Et ce qui m'a fait le plus rire, c'est peut-être Pansy qui force Vegeta en lui prenant la main pour dire au revoir. Vegeta qui se laisse faire comme ça en mode vas-y que c'est le fait. Ouais, ça m'a fait rire aussi Ibis. Ibis qui est totalement... tu vois, il fait, bah moi je vais me proposer, coup qui fait, voilà, du coup les débats sont gauche. Genre, t'as pas envie de reconnaître sa candidature. Bah, il l'a pris, hein, il l'a pris comme candidat. Hein. Ibis, il a même été insistant en plus. Hein. Il a dit hi, hi. Il était en mode ok. Notez aussi qu'à la fin, puisqu'on parle de cette fin d'épisode, les journaux sont très prompts hein, quand même. Hein. Puisqu'on a quitté le château de Kadan, donc on est dans le 3e Makai, et directement on arrive à la boutique, donc c'est forcément le même jour, et les journaux sont déjà publiés avec l'intronisation de Ku, hein. C'est même écrit d'ailleurs en Majin, en fait c'est du japonais inversé, Daimao Ku Tanjo, donc la naissance ou l'arrivée du Daimao Majin Ku. En revanche, je note aussi qu'on n'a pas un mot sur le warp, ils font le chemin inverse, donc normalement pour aller jusqu'au warp pour sortir, hein, pour pouvoir aller dans l'univers, mais on ne sait pas s'il a été réactivé. J'imagine que oui, hein. Ils étaient au Palais Royal pour voler de la magie light et tout ça. Mais ils en ont pas parlé dans l'épisode. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'ils en ont pas parlé. Ouais. Bon, après, je pense qu'ils ont voulu ellipser tout ce genre de détails en mode, bon, ils sont rentrés chez eux. Ouais, allez, c'est bon, je me prends pas la tête. Il y a eu beaucoup de trucs comme ça. Ouais, pas mal de trucs qui sont pas dits, et pas mal de trucs aussi qui sont pas faits. On va revenir en début d'épisode avec un point que j'ai trouvé moi négatif, c'est-à-dire que tout le plan consiste à taper 3 fois dans la nuque de Goma. Bon, je pense qu'on va pas vous le refaire, vous l'avez vu, et en plus 2 fois dans cet épisode. Mais tu m'excuseras, mais Goku Super Saiyan 4, c'est celui qui fracasse le plus Goma de tout ce qu'on a vu dans cette série. Il lui éclate sa tête, il va à une vitesse fulgurante. À 2 reprises, il lui met des coups de poing qui l'écrasent dans le sol et tout. Il brise totalement le décor. Et à un moment donné, il est même comme ça, tellement rapide que Goma n'arrive pas à le suivre et il arrive à le puncher. À quel moment il peut pas lui mettre lui les 3 coups en fait? C'est n'importe quoi. Juste ça, scénaristiquement, en fait, ça marche pas. Dès le début de l'épisode, t'as un gars qui est tellement fort et tellement rapide qu'en fait il surplombe Goma. Et si Goma en fait s'en sort à chaque fois, c'est à cause du Sword Eye qui le régénère. C'est pas parce que le pouvoir de Goma est supérieur à celui de Goku, tu vois. En termes de puissance pure, j'entends. Parce que Goku il se fait pas écraser, il se fait pas trouer, il perd pas un bras, tu vois, il saigne même pas. Donc non, pour moi ça n'a aucune logique. Goku est plus rapide, Goku est plus fort, de ce qu'on voit dans cet épisode en tout cas. Et pas un seul moment il se dit ah bah c'est moi qui vais lui taper dans la nuque. Je trouve ça aberrant en fait. Ouais, bah de toute façon, on peut en parler longtemps hein, du pouvoir du 3e œil. Hein. Déjà, rien que le concept de base, moi je suis pas fan. Devoir taper 3 fois dans la nuque, je sais pas, peut-être que je suis pas du tout réceptif au truc, ou alors faire une manière détournée scénaristique de dire ouais, on lui met un truc un peu compliqué à réaliser, mais même ça prend pas. Tu viens d'expliquer pourquoi tu mets en face le gars le plus rapide connu dans l'univers de Dragon Ball Daima. On parle pas d'Ultra Instinct, on parle dans Daima. Donc déjà tu dis ouais, ok, d'accord, et puis le pouvoir en tant que tel. Moi je vais te poser une question et je vous la pose aussi dans les commentaires. Tu vois les dégâts que fait ce 3e œil avec Goma. Goma clown, éclaté au sol, c'est un clown. Il est invulnérable. Alors pourquoi Dabra et Abra, son père, ils s'en sont pas servis. Moi voilà, béaba de la question scénaristique. Pour récupérer les Dragon Ball, parce qu'Abra s'en est servi, hein, son père. Mais en revanche, on nous disait bien que les Dragon Ball, il n'y a jamais aucun Daimao qui a réussi à obtenir les Dragon Ball et que même Dabra, il pouvait pas vaincre un Tamagami. Sauf que si Dabra il avait mis le 3e œil, bah déjà il serait beaucoup plus puissant. J'ai expliqué pourquoi dans l'épisode où il le donne au cafard et il dit de s'en débarrasser, pourquoi il le prend pas lui. Parce que le fait qu'il le prenne pas avec tout ce qu'on a vu du 3e œil, en fait c'est incohérent avec Daima. Mais en fait s'il le prend pas lui et qu'il fait en sorte de s'en débarrasser, c'est pour que ça ne soit pas incohérent en plus de ça avec le manga. Parce que dans le manga, quand Babidi va le voir, c'est lui qui le power up et qui le contrôle. Et Dabra n'a pas le 3e œil. Parce que sinon il aurait fallu expliquer pourquoi, alors qu'il était déjà super fort et qu'il pouvait dépasser Majin Buu, pourquoi en gros il devient un sbire de Babidi et que Babidi a besoin de ressusciter Majin Buu. Enfin, ça aurait été
tu niques le manga, quoi. Donc, il a fallu faire un stratagème, une entourloupe scénaristique qui ne marche pas. Parce que t'as trop montré de puissance avec ce troisième œil, en fait. Si le troisième œil était resté un truc qui power up Goma, mais bon, Goku, il se transforme, hop, c'est réglé, c'est finito, tu vois, il se transforme juste en Super Saiyan 3. Ou juste adulte, ils le battent, tu vois, même Vegeta Super Saiyan 3. Mais non, en fait, t'as tellement voulu donner un pouvoir surpuissant au troisième œil que tu te dis Goma, ce petit Rikiki là qui n'a aucune puissance, moi je vous le dis, c'est Pilaf, je l'ai dit dans un live. On n'a pas vu son pouvoir magique en plus sous sa petite taille, donc on sait pas ce qu'il vaut, mais pas grand chose visiblement. Tu lui octroies ce pouvoir, il devient plus puissant que tous les ennemis de tout Dragon Ball. Aucun sens. Donc il faut Goku Super Saiyan 4 pour le vaincre. Bah imagine Abra alors. Abra, le père de Dabra, et Dabra s'il l'avait eu, tu vois, ça serait quoi alors? il faudrait Goku Super Saiyan 5. Donc non, pour moi ce troisième œil, je te rejoins, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et puis je suis déçu aussi que même dans le final, dans le climax, où on voit un Super Saiyan 4 quand même bien violent, Goku qui transperce Goma avec le Kamehameha, il est content de lui en plus, donc je me suis dit tiens, il retrouve ses instincts Saiyan, pas de sang, le gars il trouvait pas de sang. Bon. Pas de sang. D'ailleurs, je repensais à Dabra. T'aurais pu lui trouver un truc en mode le Third Eye ne peut être utilisé qu'au Makai avec l'énergie occulte, machin. Quand tu sors de là, ça fonctionne pas, il fonctionne pas. Un truc. Mais même ça, vu que c'était pour les Dragon Ball, ça veut quand même dire qu'au Makai il y a des Dragon Ball, donc il aurait pu faire un shot là où il y a des Dragon Ball. Donc, même ça tiendrait pas. Ouais. Après, il y a des trucs bizarres en combat, sinon pour revenir sur ce début de combat avec Goku qui explose totalement la zone à un moment donné. Alors on a beaucoup de passages comme ça où t'as l'antagoniste qui explose la zone et tout le monde qui valdingue, qui vole dans tous les sens. Mais quand Goku le fait, il dévaste tout, tout le monde reste en place, tu sais. Même les plus petits et tout, ils sont comme ça, ils sont... ça leur fait rien. C'est la même astuce que Michael Jackson avec Smooth Criminal. Ils ont mis des trucs plantés dans le sol, comme ça ils tiennent. Ouais, sûrement. Ouais. Droit. Ça doit être ça, parce que sinon je comprends pas. Après, j'étais mort de rire, je vous avoue. Le Kamehameha, c'était génial. Mais j'étais mort de rire qu'il ait troué, il ait dévasté totalement le Daimakai. Au premier visionnage, moi j'étais mort. J'étais en mode putain, il a tout détruit, il en a rien à faire, quoi. Ah, il y a tout dégommé, il y a tout pété. Je me suis même dit, ouais, ça, j'espère qu'il n'y en a pas un qui va être au milieu de la déferlante, parce que... Et puis t'imagines, il a troué le deuxième Makai, t'as tout l'eau qui jaillit, etc. Ça se trouve, le Kraken, il va tomber, il va choir dans le premier Makai, il va tomber, il va mourir, on sait pas. Après, vous avez vu, il y a beaucoup d'incohérences dans cette série, donc on n'est plus à une incohérence près, j'ai envie de dire. Et il y en a une quand même qui est marquante, en plus de ce que je vous ai dit, qui marque le début d'épisode avec Goku qui aurait pu arrêter l'intrigue au bout de 2 secondes d'épisode, c'est le Mafuba. Il y a une sorte de Mafuba, c'est pas vraiment un Mafuba, on l'appelle pas comme ça dans l'épisode, mais le sort, la magie qui sert à emprisonner Goma et Deges. Alors est-ce que ça marche que parce qu'ils sont emprisonnés et attachés avec des sortes de gulu gum là, dont on nous a toujours pas expliqué ce que c'est, d'où ça sort, comment c'est matérialisé? On sait toujours pas, on saura jamais. Et là, ils sont emprisonnés dans ça. Du coup, on pouvait emprisonner tout le monde avec ça, en fait. Si Marba, elle l'avait dès le début, en fait, pourquoi elle l'a pas donné à Linsu? À Linsu, elle l'aurait mise devant n'importe quel ennemi, et puis il aurait été emprisonné dedans, non? Voilà, Daima terminé en... Il n'a même pas commencé, Daima. Tu n'as même pas besoin d'aller chercher Goku pour battre Goma, il suffisait de faire ça. Qu'encore une fois, la légèreté scénaristique, tu vois. Même l'enjeu en tant que tel est démonté avec cet épisode 20, quoi. Que tu constates des choses et tu constates que ce qui résout en partie le problème aurait pu le résoudre depuis le début. Donc tu dis soit ils sont bêtes, soit c'est mal écrit. Ouais. Même la vanne de fin d'épisode, on en reparle après. Et il y a un autre truc aussi, c'est que pas mal de monde se pose la question sur la continuité. Alors je rappelle la continuité avec le manga Dragon Ball, maintenant toutes les séries adaptées de ce manga et ou faisant suite, tu peux les imaginer à la suite, mais tu peux pas placer toutes ces séries à la suite, ça serait totalement incohérent. On avait vu avec Dragon Ball Daima, depuis l'épisode 12 notamment, que mettre Dragon Ball Super après c'est totalement incohérent. Et on le revoit encore une fois dans cet épisode-là, puisque Goku dit avoir atteint le Super Saiyan 4 avec juste de l'entraînement, ce qui n'a absolument aucun sens. Donc le gars se fait pousser une queue et des poils. Je sais pas, Super Saiyan 4 normalement c'était une transformation spéciale. C'est parce que sa queue repoussée dans Dragon Ball GT, il se transformait en singe géant. Il apprenait à maîtriser son état de singe géant et du coup il se transformait. Là on n'est pas du tout sur ça, on est juste sur un entraînement, une forme de Super Saiyan normale. Et à côté de ça, on a aussi le fait que Bulma prend le pot. Ça paraît rien, j'ai vu personne en parler, et pourtant moi ça m'a trigger tout de suite.
elle prend le pot d'insecte qui permet de rajeunir la peau de 10 ans. Alors elle fait ça dans tous les scénarios récents, utiliser les Dragon Ball pour se rajeunir, mais du coup, ça nique totalement la continuité. Elle peut pas avoir et les insectes pour se rajeunir, et devoir, par dépit, utiliser les Dragon Ball fréquemment pour se rajeunir. Si elle a déjà les insectes, les Dragon Ball lui servent à rien. Donc tous les scénarios de Dragon Ball Super et des derniers films où elle utilise les Dragon Ball, et même depuis les premiers films, hein, enfin les premiers films récents écrits par Toriyama Sensei, elle utilise ses Dragon Ball pour rajeunir. Donc ça marche plus. Tu peux pas mettre tous les scénarios des films, Battle of Gods, La Résurrection de F, Broly, Dragon Ball Super, Super Hero, à la suite de Daima, et tu peux pas mettre non plus Dragon Ball Super. Donc ceux qui veulent raccorder ça, non, il y a beaucoup trop d'incohérences. Je suis désolé, non, je suis pas désolé, c'est Daima qui devrait être désolé. Mais bon, voilà, oui, puis, tu prends la série, la suite que tu veux, quoi. On l'avait dit, hein. Rappelle-toi, dès l'épisode 12, on l'avait dit. À partir du moment où ils ont introduit Vegeta Super Saiyan 3 Mini, on avait déjà souligné que c'était le début de la fin de toute cohérence et de toute continuité possible. On s'était dit, et même avec le manga, on s'est dit, oh là là là, c'était n'importe quoi. Nous, ça nous avait choqué. On s'est même fait traiter, je me rappelle, en mode oui, vous savez pas profiter de l'instant, machin, non, je me rappelle très bien de ça. Bon, bah là, force est de constater que j'espère que vous voyez que c'est pas nous, c'est eux, c'est les ayants droit qui ont c'est sûr, c'est pas nous. semé l'incohérence, l'anticontinuité, le non-lien. Parce qu'ils s'en foutent. On comprend parfaitement avec cette série qu'ils s'en foutent, hein, finalement, voilà, ils font des séries et si ça se relie pas entre elles, bah c'est pas grave. Bon, après, le souci c'est que tous les fans s'attendaient à une continuité puisqu'on nous a dit que ça se passait après l'arc Majin Buu. Donc comme les scénarios de Super se passent aussi après la mort de Majin Buu, bah tu te dis bon, ça doit se passer dans la même période, faut pas qu'il y ait trop d'incohérence entre les deux. Bon, en fait, ils s'en sont foutus, ils se sont pas posé la question. Et d'ailleurs, on avait vu des leaks, rappelez-vous, en tout début de série, avec Majin Buu, son character design, qui avait été transposé à travers des fanarts. On avait un Majin Buu avec une cape. On se posait la question, pourquoi il a une cape? Bah voilà, on a la réponse. C'était sur ces character design, très certainement, qui ont dû leaker. Et on comprend mieux, du coup, à quel moment il se la matérialise. C'est quand il devient le grand roi démon. Et puis je parlais du pouvoir de l'œil et de pas mal de choses qui sont désamorcées, tu parlais de ça aussi avec le rebond sur la fiole qui permettait d'emprisonner, mais on a aussi ça avec le troisième œil. Parce que finalement, s'ils avaient vu les deux autres yeux dans la boutique à l'épisode 4, bon l'intrigue elle était pliée à l'épisode 4 en fait, tu vois. Ouais, puis je trouve que ça vient véritablement désamorcer la gravité de ce truc-là. Bon, ok, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un peu comme dans un RPG, tu peux trouver ça dans un boui-boui, etc. Ok, mais quand tu vois ce que ça nécessite de faire dans l'univers de Dragon Ball, d'aller chercher des transfos, quitte à péter l'illogisme, péter la cohérence, etc., pour ça, pour qu'en final, on te dit, n'importe qui aurait pu se foutre l'œil dans la tête. Je sais pas, ça vient vraiment, tu te dis: «Ah ouais, OK, d'accord». Donc c'est même pas un truc légendaire. J'aurais préféré que ce soit genre un pouvoir, légendaire, indestructible, connu du Makai, on sait pas où il est. Ça fait des millénaires que ce truc, se transmet, à quelqu'un qui le mérite, à un élu, je sais pas, celui qui a le cœur le plus, tu vois? Non pas le cœur pur comme le Kintoun, mais l'inverse, le cœur le plus dark, maléfique, ouais. il mérite ce truc, maléfique et du coup, c'est comme un pouvoir légendaire, quoi. Je sais pas, un peu comme le Mjolnir de Thor, ou je sais pas, un truc où il y a un pouvoir du Makai, je sais pas. Là, on te dit c'est des vieux yeux que tu trouves dans tes vieux pots de chambre. C'est marrant, mais c'est pas Dragon Ball. C'est ça, c'est plus Neko Majin, c'est ce qu'on disait dans le live. À la fin de cet épisode, j'ai vraiment eu la sensation, c'était tellement léger, et même la défaite de Goma, c'était tellement Dr Slump en fait, c'était tellement parodique. On est dans la parodie, et je le dis depuis le début des bouleversements avec cette série, on a sombré dans la parodie de Dragon Ball. On n'est plus dans Dragon Ball. On est dans la parodie de Dragon Ball, et même dans les scénarios récents, avec Super Hero, avec Gohan Beast, tous les trucs comme ça, on est vraiment dans de la parodie de Dragon Ball. Dragon Ball se parodie, c'est plus Dragon Ball comme on l'a connu. Beaucoup ne reconnaissent pas le manga et la série qu'ils ont aimé. Pourquoi? Parce que justement, ça n'est plus ça en fait. On n'a plus le contenu, on a juste le contenant. Et le contenant qui a des belles apparences avec des couleurs, des cheveux de couleurs et tout ça. Et le souci de ça est symbolisé justement avec cet épisode. La défaite de Goma, juste pour comprendre
Pourquoi je dis ça? Imaginez juste, dans le manga Dragon Ball, dans Dragon Ball Z si vous voulez, un méchant, ultime méchant de l'arc, être défait de cette manière. On lui tape 2 fois dans la nuque, il y a son pouvoir, il sort, et son pouvoir, on l'écrase du... Cell, défait de cette manière. Frieza, défait de cette manière. avec un grimoire. Majin Buu, Il tape dans la nuque et il recrache les humeurs artificielles. Majin Buu, défait de cette manière. Voilà, ça marche pas. Voilà, c'était devenu beaucoup plus sérieux. Et même Majin Buu, Toriyama a eu carte blanche pour développer son intrigue et mettre des gags si là pendant les combats. Il n'allait pas jusqu'à pourrir le final de l'ennemi avec un truc aussi ridicule. Sinon, pourquoi tout ça? Tu te serais dit ça, tu vois. Et bah là, c'est ce qu'on va se dire. Et l'ennemi final qui ne nous a en plus jamais fait peur, et même désamorcé avec un truc comme ça, et sa fin... elle est aberrante, quoi. Elle est aussi aberrante que le personnage. Je crois que c'est le pire antagoniste qu'on ait jamais eu dans Dragon Ball. Giant Goma, là, comme il s'appelle. On a eu le nom dans les produits dérivés, encore une fois. Ouais, c'est triste. C'est triste. Mais il y a plein de trucs comme ça hein, qui n'ont pas vraiment brillé. Je veux dire, même, regarde, en finalité, Piccolo, il sert à quoi? Il a servi à rien. Il a servi à rien, Piccolo. Voilà. Vegeta, il sert à quoi? Bah, à rien, puisqu'il a fait ses transformations et après il se fait battre. Donc finalement, il nous a gagné une Dragon Ball à la limite. Mais, ouais, ils vendent des produits dérivés. Ouais. Mais en fait, en termes d'évolution, les personnages n'ont pas évolué. Je le disais, mais Daima doit être l'une des rares séries où Vegeta, Piccolo, les personnages principaux n'ont pas d'évolution. Évolution, personnalité, ce qu'ils ont appris, etc. Là, c'est juste faire des produits dérivés, comme tu l'as dit, des transformations. Ouais. Même le rôle de Pansy est limité, hein, finalement. Glorio, on l'a déjà dit avec Alinsu, donc on va pas revenir dessus. Mais Pansy, on aurait pu avoir un truc intéressant, finalement. C'est juste de la good vibe. Tu vois? C'est-à-dire que quand tu la vois, son amitié avec Goku et ça, bon, t'as le smile. Tu te dis, c'est cool, c'est un personnage sympathique. Mais qu'est-ce qu'elle a apporté? À part devoir réparer le vaisseau qui était abîmé tout le temps, mais il a réparé le vaisseau qui était abîmé tout le temps. Pourquoi il était abîmé tout le temps? C'est le scénario qui l'abîme tout le temps. Tu vois quoi? En soi, ouais, elle n'a pas apporté quelque chose à Goku. Elle n'a pas apporté quelque chose aux autres. Tu vois. Elle a apporté le fait de, c'est comme tu dis, rencontrer Kadan et leur donner un nouveau vaisseau. Après l'avoir rencontré, quand elle était face à la Kempeitai, qui était en train de soudoyer les habitants du 3e Bakai, dont on ne sait toujours pas... Voilà, ouais, elle se battait pour les libérer, mais finalement, bon, elle n'a pas réussi, elle n'est pas parvenue. Donc ouais, c'est un outil ramassé sur la route pour Goku, en fait, Goku d'ailleurs qui va d'ailleurs la sauver, rappelez-vous, épisode 5, alors que les habitants avec les colliers peuvent se faire tabasser, il n'y a pas de souci. Enfin, il y a plein de trucs comme ça dans Daima, Et puis revenons rapidement, parce que j'en ai déjà parlé dans les prédictions de Baba, vous êtes nombreux à nous en avoir parlé, les agrégoptères, donc les insectes de fusion qui ont disparu de l'intrigue. Je l'avais senti venir, je m'étais dit, bon, vu l'intrigue, il reste qu'un seul épisode, on nous a dit, il reste que 20 minutes, l'épisode sera pas plus long que d'habitude. Goku venait de se transformer en Super Saiyan 4 à la fin de l'épisode 19, ça me paraissait bizarre qu'on nous mette un Super Saiyan 4 Goku, un Super Saiyan 4 Vegeta ou je sais pas quoi, une fusion, que la fusion batte l'ennemi, et ensuite qu'on ait encore l'épilogue avec la fin de l'épisode, etc. Ça me paraissait compliqué de tout caser. Bah finalement, les insectes, ils s'en sont débarrassés, c'est... la pire utilisation, c'est même pas un fusil de Tchekhov en fait, c'est quoi en fait? Il est là, on te fait un focus sur, ouais, il y a des insectes qui permettent de fusionner, qui vont jamais servir dans l'intrigue en fait, ils vont être perdus au milieu de... Comme l'intrigue a été perdue en fait finalement dans cette série, c'est fou, c'est fou. Ouais, ma tête. Moi je suis pas contre les surprises, hein. Mais là... je suis atterré. Non, moi non plus, moi je n'attendais pas forcément une fusion, mais je suis atterré par ce niveau d'écriture. Mais vraiment, j'ai du mal à digérer cette partie-là de Dragon Ball Daima. Je vous le dis, je me dis, mais comment tu peux louper autant de choses comme ça en seulement 20 épisodes? On pourrait vous faire une énumération, tant il y a des trucs, tu te dis, mais c'est pas possible. Ah, mais on va le faire, je pense. Je pense qu'on va le faire. On va devoir le faire, c'est pas possible. Pour que vous vous rendiez compte, peut-être dans son ensemble, de manière énumérée, quand on va arriver à 119, vous allez vous dire, il y en a encore ou? Parce que tout le monde a pensé, quand tu vois les insectes de fusion, à une fusion. Je veux dire, mais c'est même pas inventer l'eau chaude que de vous dire ça. C'est que aujourd'hui, ça fait partie de l'essence. Je veux dire, même Goten et Trunks ne sont même pas Goten et Trunks, ils sont caricaturés par Gotenks. Ils sont Gotenks plus que Goten et Trunks, à notre grand désespoir. Donc la fusion, je veux dire, pour tout le monde, c'est ouais, fusion, ouais, Végéto, ouais, Gogeta, ouais, Gotenks, ouais. Et là, tu montres
Après l'arc Majin Buu en plus, hein. Tu montres des trucs comme ça, les gens ils se disent oula, ça a fusionné, oula. Non, t'auras rien du tout ça. Tu dis pourquoi tu me les montres en fait? Pourquoi tu me. En fait, reste le focus sur les trucs qui font vieillir le cul et puis comme ça, tu verras Bulma les faut bien comprendre un truc parce que je sais qu'on va nous dire oui, alors on peut bien nous faire des surprises scénaristiques et tout ça. J'ai bien dit, je suis pas contre les surprises. La surprise aurait été, comment dire ça, d'utiliser au moins les insectes. Là en fait, tu fais un focus sur un objet qui ne va même pas servir dans le scénario. C'est-à-dire que tu les aies ramassés ou pas, en fait, ça sert à rien. Et on va même pas de surcroît les récupérer dans la scène post-générique, puisque dans la scène post-générique, Goku il veut juste récupérer les Fukatsumushi, donc les insectes qui permettent de guérir. Il s'en fout des trucs de la fusion et on va même pas en reparler. Est-ce que vous vous rendez compte? On va même pas en reparler. On nous a fait un focus de quelques secondes dans l'épisode, même d'1 minute, 2 minutes peut-être, parce que Goku après il les a dans la main, il monte la pochette, etc. On a un focus de fou quand il les perd, et on va jamais en reparler. Donc pourquoi tu les as inventés en fait juste en premier lieu? Parce que on visite un monde des démons, on a tout à découvrir, donc tout ce qu'on découvre dans ce monde des démons, justement, va servir l'intrigue. Toutes les choses sur lesquelles on fait le focus. L'hôtel, ouais, c'est un hôtel miteux, il est un peu mal famé, on va dormir dedans. Il va servir à se reposer. Il est mal famé, pourquoi? Justement, prétexte au vol. T'as garé l'avion juste à côté, il va se faire voler. C'est des exemples comme ça que je vous donne à la volée. Mais des exemples qui sont factuels. Là, les insectes de régénération, hop, tu nous as présenté, on va s'en servir. Les insectes de fusion, tu nous les as présentés, pourquoi? On va plus jamais revenir dans ce truc-là, on va plus jamais retourner au monde des démons normalement, tu vois. Donc non, ça n'a aucun sens en termes d'écriture. Tu sais que je me demande si c'est pas, ils sont pas victimes de leur façon d'avoir conçu Dragon Ball Daima, puisque Yoku disait qu'ils avaient écrit Dragon Ball Daima, tu sais, un peu plus comme un animé fleuve et ils ont avancé comme ça épisode par épisode. Ils sont peut-être débutés en disant fais des trucs qui pourraient peut-être créer une fusion, etc. Ils ont créé ça. Et puis en avançant dans le scénar, ils se sont peut-être dit non, en fait, ça va suffire, le Super Saiyan 3, Super Saiyan 4, ça n'a rien à les faire fusionner. Et du coup, on a ce sentiment-là d'avoir un outil non utilisé dans le scénar, mais qui était peut-être pour eux juste un joker utilisable, sans savoir où ça allait arriver, en fait. Je sais pas. Ouais, je sais pas, mais c'est ni fait ni à faire. Et d'ailleurs, Yoku qui disait en interview qu'il fallait revoir la série pour voir les choses avec un prisme différent. Alors je me demande s'il était sérieux vraiment. Parce que finalement, si on revoit la série une nouvelle fois, et qu'on sait ce qu'est le troisième œil, je me dis on perd l'enjeu. On sait aussi que Goku a le Super Saiyan 4 depuis le début, vu qu'il s'est entraîné après l'arc Majin Buu. Donc ouais, non, je conseille pas en fait. Catastrophe. Non. Bon, on va parler de la technique. Allez, on va parler du meilleur dans Dragon Ball Daima, le visuel. Le visuel extraordinaire de cette série, et sur cet épisode 20, il l'était encore, avec la réalisation d'Ayako Maki, qui est l'une des meilleures réalisatrices sur la série. Elle a réalisé l'épisode 1 et l'épisode 13 avant ça, donc quasiment les plus beaux épisodes de la série visuellement. On voit quand même que lors des scènes de combat, la réal, bien qu'extraordinairement belle, passe quand même un peu au second plan par rapport à l'animation, au mouvement, etc. Du coup, je me demande si en fait il aurait pas mieux valu de la mettre, elle, sur des épisodes beaucoup plus calmes finalement, que cet épisode 20, où il y a quand même une bonne moitié, 3/4 qui sont du combat. Parce que je n'ai pas vu de grosses différences par rapport aux réalisations qui étaient faites pour les précédents épisodes. Tu vois. Ouais, l'axe de réflexion est intéressant. Ouais, il aurait fallu refaire pour voir, mais ouais, pourquoi pas, effectivement. Ouais. Disons que la plus-value, on la voit surtout sur la fin, avec les petites scènes, les petits close-up qu'elle met qui sont vraiment sympas. On va passer à l'animation. On avait énormément de directeurs d'animation sur cet épisode, forcément, c'est l'épisode final, le climax. On avait notre cher Tadayoshi Yamamuro, que vous connaissez, Yuya Takahashi également, le chouchou de tous, Chikashi Kubota, Takumi Yamamoto, Shuntaro Mura, Koji Watanabe et Shun Sawai. Et puis ensuite, on avait une équipe avec Kozue Komatsu, Naoko Yamaoka, Emiko Miyamoto, Takeo Hideo, Samu Ishikawa. Je vous les mentionne tous parce que c'est le dernier épisode et qu'il faut remercier franchement ce staff magnifique, tous, pas que les personnes qui ont corrigé là, et qui ont supervisé les épisodes, mais aussi les animateurs clés, les secondes équipes, les dogas également, parce que l'animation était fantastique. Et elle commence de manière fantastique justement dans cet épisode avec Naoto Shishida. Naoto Shishida, un grand vétéran que vous connaissez sur la licence, il est là depuis la première série Dragon Ball. Son style, évidemment extrêmement arraché, punchy comme ça, très circulaire, tout est en demi-cercle dans son animation.
se retrouve sur cette première séquence folle, avec le coup de poing de Goku qui vient fracasser Goma dans le sol. J'ai beaucoup aimé les impact frames de cette séquence, mais également les autres impact frames qu'on voit un peu plus tard dans l'épisode. Donc ce sont ces moments d'impact, vous savez, où on a des jets de lumière un peu, et puis on passe parfois en négatif, noir et blanc, etc. pour marquer le coup. C'était plutôt absent au début de Dragon Ball Super, rappelez-vous, et puis on avait pas mal gueulé tous, en se disant bon bah ça manque de punchy, on retrouve pas notre Dragon Ball. C'est parce qu'il manquait beaucoup aussi d'impact frame. Ils en ont rajouté ensuite dans la suite des animations. On retrouve Nightberry, l'animateur allemand qui est de retour pour animer cet échange de coups aériens entre Goku Super Saiyan 4 et Giant Goma. Nightberry, on l'avait vu sur les épisodes 12, 15 et 17 avant ça, bien que corrigé ici, il nous offre une animation punchy, avec des impact frames encore une fois à la Dragon Ball, et un vrai petit voyage dans l'arène qui n'est pas désagréable. Sous la supervision de Yuya Takashi, on le retrouve ensuite encore en train d'animer les super enchaînements de coups de Goku, jusqu'à ce que Goma se régénère une première fois avec son Third Eye. C'est aussi la séquence du coup de pied retourné dans le ventre dont on vous a parlé tout à l'heure. Alex Torres, l'animateur mexicain, si je ne m'abuse, fait lui aussi son retour après l'épisode 18 pour animer cette séquence de déchaînement où Goku doit repousser et esquiver toutes les attaques magiques de Goma avant de foncer sur lui, d'échanger quelques coups qui envoient valser son adversaire pour enfin terminer par l'agripper. D'ailleurs, comment il l'agrippe, ça je me suis posé la question. Goma rétrécit ou est-ce que c'est Goku qui devient gigantesque ? Il y a un petit problème de proportion, en tout cas ça change d'un épisode à l'autre, c'est bizarre, mais toujours est-il que l'animation est top, du très haut niveau, avec ce rush aérien notamment, où on perd même Goku de vue pendant quelques millièmes de seconde, un délice. Le Goku qui fait exploser son ki juste après ça, avec l'impact frame, m'a beaucoup fait penser à du Yamamulo. Alors peut-être que c'est lui qui supervisait ce passage, parce qu'il était aux corrections comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais pas. Viennent ensuite Anno, puis Yongsetu, qu'on n'avait pas retrouvé dans ses reviews depuis ses apparitions sur SDBH. Yongsetu, c'est un animateur qu'on avait beaucoup vu sur Dragon Ball Super avec ses animations rapides et ses effets en forme de flash circulaire. Ceci dit, c'est la première fois qu'il est sur un épisode de Dragon Ball Daima, et du coup la dernière. Anno, quant à lui, est un jeune animateur qui avait déjà pris part à l'épisode 18. C'est lui qui avait signé ce rush simiesque de Goku Mini en Super Saiyan 4 contre Goma. Le revoilà pour une double scène Force Mousse avec encore une fois un salto de la part de Goku. Ça doit être, à mon avis, sa petite signature. J'aime tout particulièrement la manière avec laquelle se meut notre héros. Et puis ses effets là, à la fin du cut, quand Goku fonce sur Goma et qu'il traverse les rochers. Sinon, The Scène de l'épisode, vous l'avez tous noté, vous en avez parlé nombreux, c'est ce Kamehameha qui va venir transpercer les trois Makai, un Kamehameha animé et sûrement supervisé par Chikashi Kubota, le character designer de One Punch Man, et du film Dragon Ball Super Super Hero. Un grand animateur qui sera d'ailleurs à la Made in Asia de Bruxelles ce week-end, en compagnie de Katsuyoshi Nakatsuru. Ce dernier, on va l'interviewer, ne manquez pas ça. Kubota avait animé la magnifique scène d'introduction du film DBS SH entièrement en animation traditionnelle 2D, le plus pur et le plus brut style qu'on ait pu voir concernant des séquences adaptant le manga récemment, et pas entrecoupé en plus, contrairement à ce qu'on avait vu dans l'épisode 1 de Daima, qu'il avait pourtant lui supervisé avec ses corrections. Il est rejoint par Ken Otsuka, notre animateur spécialisé en effet, qui exécute ici le relâchement de la boucle de ki de Goma apeuré. Leurs deux traits forts et brut à ces deux animateurs viennent se mélanger, si bien qu'il est parfois difficile de reconnaître qui a fait quoi à cet endroit. Heureusement, l'intervention de Takumi Yamamoto, le superviseur de l'animation des épisodes 6 et 14, qui a aussi animé cette scène de l'épisode 2, celle-ci dans l'épisode 6, ou encore les eye catch de la série, souvenez-vous, exécute ici à merveille les effets d'explosion quand le Kamehameha vient traverser les trois mondes. On reconnaît son style, très différent des deux autres, à son animation plus fluide et rapide, et encore à son exécution semi-réaliste de l'eau qui vient jaillir, propulsée par le Kamehameha et même par l'explosion. Ses effets et ses débris d'ailleurs sont plus flats et moins détaillés, ce qui colle avec son animation ultra rapide. Tout devient flou et les contours ne sont plus que de simples zigzags d'ailleurs. Observez. En fin d'épisode, plusieurs autres animateurs qu'on a découverts ou redécouverts avec cette série se joignent à la fête, comme Hiromi Ishigami, qu'on avait vu dans l'opening entre autres, ou encore Yukihiro Urata. Rappelle-toi qu'on avait aimé sur l'épisode 13, sur ce court passage où Goku dévale la ronce et découvre la jungle inhospitalière. Ici, il anime l'enfermement de Goma et Deges dans une sorte de Mafuba, relâché par Marba. Dommage qu'on n'en voit pas davantage de cet animateur, c'est presque une opportunité perdue du coup. Gageons qu'on le reverra sur, pourquoi pas un remake
de Dragon Ball. Ça serait excellent. Et l'épisode se termine avec une animation de Chikashi Kubota, encore une fois, et un Goku tellement Nakatsuru-esque que je pense que la séquence a été corrigée par celui-ci. Et puis l'animation finale, vous en avez tous parlé. C'est l'animateur qui est crédité en tête de gondole d'ailleurs, c'est Takashi Kojima. Il conclut l'épisode du coup avec cette séquence dans la boutique, 1 minute 50, une animation magnifique, comme vous en avez très rarement vu sur toutes les séries Dragon Ball en fait, puisqu'elle est tellement vivante que les personnages surjouent en fait. Et ça contraste du coup énormément avec ce qu'on a l'habitude de voir. Mention spéciale avec évidemment le sursaut de Bulma qui est dégoûté face aux insectes, ou encore la réaction de Pansy et des autres en voyant le bocal avec les 2 yeux dedans. Si vous aimez cet animateur, vous pourrez le retrouver sur certains films Doraemon, comme le film Doraemon Nobita's Treasure Island, sorti en 2018, dans Dan Dadan, dans Uma Musume Pretty Derby, dans la saison 2 de Shingeki no Kyojin, et évidemment sur One Piece. Voilà. Je pense que vous pouvez dans les commentaires du coup remercier tout ce staff pour cette qualité visuelle qu'on a eue. Franchement, ils le méritent. Voilà, vraiment. Allez-y, hein, lâchez-vous, mettez des cœurs, etc. Peut-être que si l'un d'entre eux tombe dessus, il verra à quel point on est reconnaissant de leur travail et de leur investissement. En tout cas, ils le méritent. La bande son, pour terminer sur les domaines, ben écoute, on est toujours avec Kosuke Yamashita à la composition, bien entendu. Bon, bah écoute, j'aurais pas de thème à te siffloter, à me rappeler, à part limite les remixes, comme j'ai toujours dit, de Jan Jakajan. J'ai trouvé qu'il y avait des thèmes sympas. Je suis incapable, véritablement, à la fin de The Daima, de te chantonner quelque chose. Et ça, c'est très triste, je trouve. Ouais, rien de marquant. Des thèmes qui accompagnent, des thèmes sympathiques du reste sur les épisodes. Et même là, j'ai trouvé que lors de la séquence du Kamehameha, la musique était plutôt cool. Et surtout, on avait de bons bruitages et un bon équilibrage aussi, ça c'est important. Des fois, sur certains animés récents, la musique est trop faible. Alors qu'à l'époque, les musiques étaient peut-être un peu trop fortes. Et là, je trouve que c'est super bien équilibré. Ce sont des voix, bruitage, musique, tout est très bien équilibré. Mais c'est vrai qu'à l'issue de ça, on n'a retenu aucun thème, quoi. Donc voilà, on va voir le... Par contre, on aura retenu Masako Nozawa, quoi. Ouais, on va voir le doublage, du coup, avec Masako Nozawa, qui reste incroyable. Sur cet épisode, elle m'a fait vibrer. Et c'est bien, franchement, sur la bande-son, ce que j'ai envie de souligner, en fait, c'était sa performance. Sa performance encore extraordinaire sur le climax. Merci Masako Nozawa. Vraiment... Personne ne peut l'égaler. Vraiment, et je pèse mes mots quand je dis ça, elle est au-dessus. Elle est au-dessus. Elle est Au-dessus du game. Dans les nuages. C'est pas possible. À tel niveau. Elle surpasse tout le monde à 86 ans. Je sais pas comment tu peux faire ça. C'est juste incroyable. La voix de Goku, éternelle voix de Goku. Merci Masako Nozawa. Sans elle, on n'aurait pas vécu les mêmes épisodes. Et je pense pas que ça aurait été aussi impactant avec quelqu'un qui gueule, qui met moins du sien, quoi. Conclusion pour cet épisode. Qu'as-tu pensé du coup de l'épisode 20 de Dragon Ball Daima? Alors, ce sera une conclusion sur l'épisode et non pas un bilan de la série, parce que vous aurez très certainement des vidéos à ce sujet, puisque c'est deux choses quand même assez distinctes. Conclusion de l'épisode, bah écoute, très peu de surprises sur le déroulé. C'est encore une fois très beau visuellement. Maintenant, j'ai trouvé que bon, la part de l'humour et du gag vient véritablement signer que Goma est un clown et que bah, du coup c'est très peu Dragon Ballien tout ça, même si ça se transforme, si ça gueule, si ça se met des patates et tout. Voilà, il y a un mélange, de choses qui fonctionnent et ne fonctionnent pas bien ensemble. Je sais pas comment t'expliquer, c'est trop hétérogène à mon goût, malgré une qualité visuelle et auditive avec les seiyuu dont je ne peux rien dire. C'est la partie magnifique. Voilà. C'est ça. Daima, en fait, c'est un échec avec son scénario. Finalement, c'est ça, puisque on a eu un magnifique épisode en termes de visuel, comme tu l'as dit, même en termes d'ambiance sonore. Tellement beau cet épisode. L'animation est vraiment extraordinaire sur cette série. Et de bout en bout, hein. Franchement, il y a eu juste l'épisode 7 où il y a eu quelques plans ci et là qui n'étaient pas, mais sinon tout le reste de la série, c'est vraiment incroyable. Et ça vient être gâché par une parodie de Dragon Ball, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça sera vraiment ma conclusion, puisque c'est dans cet épisode plus encore que dans tout autre que j'ai ressenti qu'on était vraiment dans une parodie de Dragon Ball en fait. Parce que le scénario c'est Neko Majin.
C'est on fait un combat, mais en fait, oh, c'est pas grave. Tout est désamorcé, on est tous copains. Moi, bah, en fait, c'est le Gus du coin qui devient le grand roi démon. Celle qui avait de l'ambition, en fait, même elle est trop gentille, hein, finalement, hein, Aline Seux. C'était soi-disant elle qui voulait un monde des démons obscur, sombre, etc. Bon, elle dit, oui, je garde mon ambition, etc. Bon, bah, prends le trône alors, qu'est-ce que tu nous embêtes? Enfin, personne n'est mort, personne n'est méchant. Personne n'est mort, personne n'est méchant, c'est le royaume des démons des bisounours. C'était une série de bisounours. Un scénario de bisounours avec des gags jusqu'à la fin. Les gags plus importants que l'intrigue, on l'a compris à la fin. Moi ça me gêne pas si c'est un gag manga, si c'est Dr. Slump, si c'est Nekomajin, j'ai pas de soucis, j'adore ça chez Toriyama. Mais si... Ou alors si tu me fais un truc Dragon Ball, c'est un bonus, tu vois. Mais un bonus genre, c'est un truc... C'est comme les films Pokémon. T'as une première partie de 10-15 minutes avec Pikachu qui fait... il rencontre d'autres Pokémon, et puis c'est rigolo, et puis c'est... Voilà, c'est bon enfant. Bah fais-moi ça, en fait. Et puis voilà, et je le sais, tu vois, et je suis au courant. Mais là, tu me fais une série de 20 épisodes où ils vont se transformer, ils disent ouais, il y a de la tension et tout, mais il n'y a rien du tout. Non, scénaristiquement, cet épisode est l'aboutissement de. C'est le clou sur le cercueil du scénario. Il y a des passages marrants, j'ai souri, il n'y a pas de souci. Il y a des passages légers qui m'ont fait. Qui m'ont mis du baume au cœur dans cette peine à suivre ce scénario qui n'aboutit à rien en fait. D'ailleurs, à quoi on veut leur servir ces rencontres finalement, tu vois? Bah rien, puisqu'en plus tu peux même pas le mettre dans aucune continuité. Daima c'est Daima, donc sauf si t'as Daima saison 2 demain, bah t'auras rien. Ouais, donc c'est une série qui en soi hein, scénaristiquement, encore une fois, je pense que c'est une série qui sert énormément pour les personnes qui se sont investies dedans. Je pense que pour nous fans, ça va servir énormément aussi, parce que maintenant on a un précédent. On a un modèle de référence. On a un modèle de référence pour dire bon là il y a ça qu'on peut plus faire et il y a ça qu'on peut faire. Pareil pour tous les intervenants. Il y a maintenant ils ont prouvé ce qu'ils savaient faire. Mais c'est vraiment la série qui sert à rien scénaristiquement. Vraiment à rien de chez rien. Je trouve que Pikachu qui faisait ses rencontres avec Bill Bizarre et Carapuce dans les premiers films, là, ça servait plus que ça. Ouais, je suis triste qu'on ait cette conclusion-là, mais malheureusement, là, pour beaucoup, c'est juste factuel. Hein. Même s'il y a une grosse part de subjectivité sur ce qu'on ressent, mais voilà, ce qu'on vous a souligné, les incohérences, tous les trucs qui viennent gêner une écriture, une logique d'écriture, sont des faits, et alors elles auront une perception différente. Mais, disons que bon, elle n'est pas partie avec des avantages, quoi. Et elle a mal exploité ce qui l'a desservé de base, preuve en est. Voilà. On se revoit rapidement pour faire un live bilan avec un ou plusieurs invités sur Dragon Ball Daima pour également décortiquer ce qui aurait pu être amélioré et également toutes les références qu'a fait cette série. Il y aura également des vidéos DB Top qui reviennent prochainement pendant qu'on prépare les DB Times et autres Chronoa Times qui arrivent prochainement sur la chaîne avec énormément d'infos sur Dragon Ball l'œuvre originale qui mérite un remake. N'hésitez pas à partager avec le hashtag Remake Dragon Ball pour qu'on ait ça prochainement. Et à très vite sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. Des bisous les amis. À ce week-end en convention. Ciao.